ce chapitre, nous allons parler de la stabilité des systèmes asservis. Alors, on a déjà parlé de stabilité, on a déjà défini la stabilité et travaillé avec la stabilité lors de la méthode du régleur. Donc, nous avons essayé de trouver les paramètres PID d'une régulation en essayant des valeurs de K, TI, TD. Et on a vu notamment que lorsqu'on augmente le gain, dans un premier temps, on augmente les performances, mais si on pousse le gain à des valeurs trop importantes, le système devient trop oscillant, voire même instable. Donc, on a vu que l'augmentation du gain diminue l'amortissement, on augmente éventuellement les oscillations si on en a, diminue la stabilité. On a fait le même constat avec le temps d'intégrale. On a vu qu'en partant d'un TI très grand, on a vu que quand on le diminue, ce TI, c'est intéressant du point de vue des performances, mais si on diminue le TI trop fort, on voit qu'on a l'amortissement qui devient mauvais, des oscillations très importantes, et la stabilité qui diminue, voire on arrive en instabilité. On a fait le même constat aussi avec l'augmentation du retard. On a vu que le retard, c'est un élément déstabilisant qui diminue la stabilité, peut conduire à l'instabilité. On a parlé aussi de l'ordre du système. Alors, on a vu qu'un système purement du premier ordre ne pouvait pas être mis en instabilité. Alors, voyons ça plus en détail. Donc, ici, on a pris une fonction de transfert purement du premier ordre, la ft1. La ft2, c'est la même que la ft1, mais on a ajouté une constante de temps non dominante, donc 2 par rapport à 140, c'est non dominant, c'est beaucoup plus faible. Mais on va voir que ça a une influence tout de même. Donc ici on a un deuxième ordre, ici on avait un premier ordre, puisque ici on a du p carré, ici on a juste du p. Et puis on a encore ajouté ici un terme en 1 plus 4p, donc on a une fonction de transfert du troisième ordre. Et ces trois systèmes, on a mis un régulateur proportionnel avec un gain constant et on a regardé la différence de réponse. Et donc vous voyez ici clairement que le système le plus stable est le rouge. Ensuite, on commence à avoir une oscillation avec un système du deuxième ordre, et si on augmente encore l'ordre du système, on voit qu'on a des oscillations plus importantes. Donc, on voit que le fait d'ajouter des termes ici, d'avoir l'ordre du système qui augmente, P, P carré, P cube, P exposant 4, ainsi de suite, plus on augmente l'exposant du P, plus le système devient, tend vers l'instabilité facilement. Donc voilà l'influence de l'ordre du système sur la stabilité. Donc au final, voilà des constats qui ont été effectués par l'expérience. Il est temps maintenant, c'est d'étudier mathématiquement la stabilité, pas simplement faire des constats sous forme à partir d'expérience, mais étudier mathématiquement la stabilité et de pouvoir justifier pourquoi une augmentation du gain fait diminuer la stabilité, ainsi de suite. Donc justifier les observations qui ont déjà été faites, on va pouvoir aller plus loin et même prédire le comportement de la réponse d'après l'étude de la stabilité, d'après son étude mathématique. On va même pouvoir avoir d'autres méthodes que la méthode du régleur. On va pouvoir, par calcul, par l'étude de la stabilité, déterminer le paramétrage PID, donc déterminer quelle est la valeur de K, de l'intégrale du TD à mettre. Et on va avoir encore des vocabulaires supplémentaires pour écrire nos cahiers de charges de régulation en relation avec la stabilité. Donc, dans nos cahiers de charges, on peut trouver ce qu'on appelle les marges de stabilité, c'est-à-dire à quelle distance on se trouve de l'instabilité. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément simplement de savoir si on est stable ou instable. On a vu qu'on peut avoir un système qui est très mal régulé, très mal paramétré, mais qui reste quand même stable, avec des oscillations énormes. Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est de rester à bonne distance de l'instabilité. Donc, on va parler à ce moment-là de marge, et on va donner donc du vocabulaire supplémentaire à nos cahiers de charges. Alors le premier critère de stabilité, on va le faire par rapport à la fonction de transfert boucle fermée. Par définition, un système est stable, on a déjà vu ça, si sa valeur finale tend vers une valeur constante. Lorsqu'on le soumet à un échelon, il tend vers une valeur constante et pas plus ou moins à l'infini. Alors, ce S de t, on peut l'obtenir par rapport à la fonction de transfert boucle fermée, puisqu'on sait que c'est m de p est égal à s de p sur e de p.
On sait que notre entrée ici, c'est un échelon de consigne. Et donc, on va pouvoir, grâce à la transformée de la place inverse, trouver la valeur, l'expression temporelle de S de t, et en calculer la limite quand t tend vers l'infini, et voir si c'est une valeur constante ou plus ou moins à l'infini. Si c'est une valeur constante, on pourra dire que le système il est stable. Par contre, si c'est plus ou moins à l'infini, on pourra prédire que le système est instable. Donc je vous propose, à partir de cette tactique ici, ce plan de travail, de réaliser deux exercices. Un premier où on va avoir ce qu'on appelle un pôle réel positif pour un système du premier ordre dont la fonction de transfert en boucle ouverte est celle-ci. h de p est égal à 1 sur p-5. Vous voyez ce qu'il y a à remarquer, c'est que pour la première fois, on a un moins dans notre fonction de transfert. On va voir quel est l'impact de ce moins dans la fonction de transfert boucle ouverte. Donc la première chose à faire, ce sera de calculer la fonction de transfert boucle fermée, puisqu'on vous demande ici de calculer la réponse en boucle fermée à un échelon unitaire de consigne et déterminer si le système est stable. Donc on part de la fonction de transfert boucle ouverte et on calcule la fonction de transfert boucle fermée par la formule habituelle qu'on a ici, ftbo sur 1 plus ftbo. Et on obtient ceci. Je vous rappelle le petit truc. Pour avoir m de p par rapport à partir de la ftbo, on prend la ftbo et on ajoute le numérateur. Donc on ajoute le numérateur au dénominateur. Donc c'est p-5 plus 1, ça fait p-4. Cette expression-là, eh bien, mais elle n'est pas canonique. Donc, on a l'habitude d'avoir un 1 ici. Et pour avoir ce 1, eh bien, il faut simplement diviser cette expression-là, à la fois au-dessus et en dessous, par moins 4. Donc, si vous divisez le numérateur par moins 4, vous obtenez moins 0,25. Vous divisez le dénominateur par moins 4, vous avez 1 moins 0,25p. Et là, on a une expression canonique. Et on connaît bien la transformée de la place inverse de cette expression-là, puisque on l'a étudié lors de l'étude des systèmes du premier ordre. Signalons qu'on a bien, comme l'indique l'énoncé de l'exercice, un pôle à partie réelle positive. Donc, le pôle ici est plus 4. Pourquoi? Parce que si vous remplacez le p par plus 4, vous aurez 1 moins 0,25 fois 4, ça fait 0. Donc, on a bien ici plus 4 qui est une racine du dénominateur, et une racine du dénominateur, ça s'appelle un pôle. Alors, occupons-nous de trouver S de t. Pour trouver S de t, il faut d'abord passer par S de p. On sait que E de p, c'est un échelon de consigne unitaire, donc la transformée de la place, c'est A sur P. Donc, comme il est unitaire, c'est 1 sur P, fois 1 sur P-4. Et si je prends la forme canonique, ça fait ceci. La transformée de la place inverse de ceci, on le connaît bien, c'est A fois GS fois, entre parenthèses, 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau. Donc, il suffit d'aller voir les tables de transformée pour se rappeler de cette expression. Donc, A fois GS, A c'est 1, amplitude de l'échelon de consigne, GS c'est moins 0,25, il est ici, fois entre parenthèses 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau, et le tau il est ici, moins 0,25. Calculons cette expression, ça fait donc moins t sur moins 0,25, ça fait en fait 4t, et c'est là que il faut remarquer que pour la première fois, on a une exponentielle qui n'est pas décroissante. On n'a pas de signe moins sur l'exponentielle. Donc on a une exponentielle qui est croissante. Ça veut dire que quand on va faire la limite quand t tend vers l'infini, ce terme-ci est très très grand, tellement grand qu'il tend vers l'infini et on a clairement un système qui est instable. Donc on comprend pourquoi on n'a jamais eu jusque-là de moins dans les fonctions de transfert, parce qu'on voit que ça donne en réalité des pôles de la fonction de transfert boucle fermée, ça donne des pôles positifs à racine, donc des pôles réels positifs, et au final, quand on poursuit le cheminement mathématique, ça donne des exponentielles croissantes, et des exponentielles croissantes, ça va donner des systèmes instables au niveau de la régulation. Alors, regardons ça sur Scilab. Voici le schéma boucle fermée. Et regardez ici
le graphique, on voit qu'on a une exponentielle croissante, donc un système clairement instable. Donc voici un premier exemple de fonction de transfert dont boucle fermée qui a un pôle réel positif. Prenons un deuxième exemple où les pôles cette fois-ci seront complexes conjugués, mais toujours à partie réelle positive. Donc voici une fonction de transfert boucle ouverte, 1 sur p carré moins 2p plus 4. On va, comme précédemment, en calculer sa fonction de transfert boucle fermée. Alors je n'ai pas ici indiqué le détail des calculs, FTBO sur 1 plus FTBO, vous pouvez le faire. Vous pouvez appliquer aussi l'astuce qui est d'ajouter le 1 au dénominateur, donc vous avez p carré moins 2p plus 5 pour trouver la fonction de transfert en boucle fermée. Et si vous vous rappelez du cours de mathématiques, si vous voulez calculer les racines du dénominateur qui est ici, qu'on appelle nous pôle en régulation, et vous allez trouver 1 plus 2j, 1 moins 2j. Ils sont bien complexes conjugués, complexes parce qu'on a une partie imaginaire, et conjugués parce qu'on a ici plus 2j, ici moins 2j. Alors, si vous voulez vous en rendre compte, il suffit de remplacer p par 1 plus 2j, et de calculer cette expression-là, et vous allez trouver 0, ce qui prouve que c'est bien une racine. Même chose, si vous remplacez p par 1 moins 2j, et vous remplacez le p par 1 moins 2j dans cette expression-là, vous allez trouver 0, ce qui prouve que p2 est bien une racine du dénominateur. Alors, si on regarde sur xcos ce que donne la réponse d'un système comme celui-là, eh bien, on va le faire ici. Donc si on lance la simulation ici, on a une réponse qui est telle que celle-ci. Donc la première chose à dire, c'est que cette fois-ci, il y a des oscillations. Ce n'est pas simplement une exponentielle croissante, on a des oscillations. Et ces oscillations, leur amplitude tend vers l'infini, puisque vous voyez qu'ici on est déjà à 10 000. Ici on a l'impression qu'on est à 0, mais ce n'est pas le cas. C'est tellement la valeur est faible par rapport à 10 000, ou ici au moins 30 000, qu'on ne voit plus décoller de l'axe horizontal. Donc on a bien des oscillations et un système qui est de nouveau clairement instable. Donc si je reviens ici, je vois que ce genre de système dont les pôles de la fonction de transfert boucle fermée ont des parties réelles positives, donnent des systèmes instables, et on peut même ajouter le nouveau constat, c'est que lorsqu'ils sont complexes, on a des oscillations. Alors, d'où viennent ces oscillations? Eh bien, on n'a pas été jusque-là mathématiquement, on n'a pas encore étudié les systèmes du deuxième ordre, mais on pourrait montrer que lorsque on va voir la transformée inverse des systèmes du deuxième ordre, donc avec du p carré, on obtient une équation de ce style-là. Alors, dans le cadre de ce chapitre, ça ne m'intéresse pas d'aller décrire ce qu'est exactement oméga n, oméga d, mais simplement d'analyser cette réponse temporelle et de voir qu'il y a un sinus. Et aussi, comme coefficient de ce sinus, une exponentielle. Et deux cas sont possibles, soit ce coefficient-là est décroissant. C'est le cas si vous avez l'exponentielle de moins quelque chose fois t. Si vous avez un coefficient négatif ici sur l'exponentielle, vous allez avoir la sinusoïde qu'on remarque ici, la sinusoïde, dont l'amplitude commence à s'amortir, et ici on ne voit même plus l'effet de la sinusoïde, elle est toujours là, mais l'exponentielle ici elle donne une valeur tellement faible qu'on ne la remarque plus ici pour les valeurs, on va dire, finales. Donc, d'où viennent ces courbes qu'on retrouve tout le temps en régulation, on retrouve tout le temps ce genre de courbe? Eh bien, ça vient ici, la justification, elle est mathématique, c'est parce que la réponse temporelle, son équation, comporte une sinusoïde, qui est normalement, quand tout va bien, amortie, parce qu'on a ici un coefficient négatif, mais dans le cas où les pôles de la fonction de transfert boucle fermée ont des parties réelles positives, à ce moment-là, on pourrait montrer, je ne le démontre pas, mais acceptez-le, on pourrait montrer qu'on a ici un coefficient, cette fois-ci positif. Et cette fois-ci, les sinusoïdes, elles vont s'amplifier. On va avoir une courbe comme celle-là, qui est plus parlante sans doute que celle-là, mais c'est la même en fait. Donc on va avoir des sinusoïdes dont l'amplitude s'amplifie, et clairement, de nouveau, un système
instable dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que l'étude des pôles de la fonction de transfert boucle fermée permet de dire si le système il est stable. Si on a des parties réelles positives, le système est instable. Et si les pôles sont complexes, on a présence d'oscillation. Donc là, oscillation, que ce soit pour un système stable comme celui-là, ou bien instable comme celui-là, si on a des pôles complexes, on a des oscillations qui apparaissent. Donc, on peut maintenant énoncer le critère de stabilité relatif à la fonction de transfert boucle fermée. Donc, on a fait deux exemples, pour un premier ordre, pour un deuxième ordre. On pourrait généraliser et dire qu'un système asservi, donc asservi ça veut dire régulé, en boucle fermée, est stable si et seulement si sa fonction de transfert boucle fermée. Donc attention, une erreur commune, c'est de calculer les pôles de la FTBO. Or, il faut le faire sur la FTBF. Donc, un système asservi est stable si et seulement si sa FTBF ne présente pas de pôle à partie réelle positive. Alors, ce graphique-ci est un résumé de l'allure qu'on peut avoir des réponses temporelles à partir des pôles. Nous avons fait deux exemples auparavant. Le premier, c'était un système du premier ordre avec uniquement un pôle réel. Donc, un point ici qui est uniquement sur l'axe réel, qui n'a pas de partie imaginaire. Et on voit donc en suivant la flèche qui est ici qu'on a une réponse avec une exponentielle croissante, donc un système instable. Le deuxième exemple qu'on vient de faire juste avant, c'est qu'on avait des pôles complexes, conjugués, donc les voici, à partie réelle positive. Donc on est bien à droite de l'axe imaginaire, donc on a des parties réelles positives. Et en suivant la flèche, on voit qu'on a un graphique de réponse oscillant, avec des oscillations dont l'amplitude augmente et un système instable. Donc à droite de l'axe imaginaire, quand on a des parties réelles positives, eh bien on a des systèmes instables. Quand on est à gauche de l'axe imaginaire, on a des systèmes stables. Alors deux cas sont possibles, soit vous n'avez que des pôles réels, donc ils ne sont pas vraiment des nombres complexes, il n'y a pas de partie imaginaire. À ce moment-là, en suivant la flèche, on a ce genre de courbe ici qui ressemble à des réponses du premier ordre. Par contre, si on a des pôles complexes, à partie réelle négative cette fois-ci, on a ce genre de courbe-ci, qu'on connaît bien aussi, donc cette fois-ci avec des sinusoïdes amortis. Donc voilà, on disait tout à l'heure qu'on peut prédire la réponse d'après l'étude des pôles. On voit que ce graphique-là, effectivement, nous permet de prédire, d'une part, si c'est stable ou instable. Donc si on est à droite de l'axe imaginaire, si on a au moins un pôle qui est à droite de l'axe imaginaire, on est instable. Et on peut prédire aussi qu'on va avoir des oscillations s'il y a des pôles complexes. Alors, une autre chose très importante à dire, c'est que finalement, étudier la stabilité, ça revient à étudier les pôles, donc le dénominateur de la FTBF, 1 plus FTBO. Donc étudier la stabilité, c'est étudier les racines du dénominateur. Donc, c'est-à-dire, racine, c'est quand c'est égal à 0, donc étudier l'expression 1 plus FTBO égale 0. Mais finalement, je pourrais écrire cette expression-là, FTBO égale moins 1. Donc ça veut dire que étudier la stabilité par les pôles de la fonction de transfert à boucle fermée, ça revient au même que d'étudier la fonction de transfert à la boucle ouverte par rapport au point moins 1. Alors, moins 1, c'est un point très important dont on va parler très souvent par la suite. C'est ce qu'on appelle le point critique. C'est la limite d'instabilité. Donc, il faut voir ce point moins 1 comme dans le plan complexe, donc avec une partie réelle égale à moins 1 et pas de partie imaginaire. Donc ça, on en reparlera bien souvent par la suite de ce chapitre sur la stabilité, que, en fait, le point moins 1 est le point sur lequel on va déterminer si un système est stable ou instable, mais par rapport à la boucle ouverte. Donc l'avantage de la boucle ouverte, c'est qu'on ne doit pas calculer la boucle fermée, c'est qu'on ne devra pas calculer les pôles. Donc ça fait une facilité de calcul qu'on fera par la suite. Donc, deuxième constat très important ici, c'est qu'étudier la stabilité de la boucle fermée revient à étudier la FTBO par rapport au point moins 1, le point critique, dans le plan complexe. Alors je vous propose maintenant de faire un petit exercice pour consolider toutes les notions théoriques qu'on vient de voir. Je vous propose de réaliser cette fonction de transfert-ci dans Scilab Xcos
et de changer le gain, donc de ne pas toucher ici à l'intégrale ici, donc on a un régulateur PI mixte, c'est de changer le gain, d'étudier les pôles de la fonction de transfert boucle fermée et de voir l'impact sur d'une part la stabilité, d'une part sur le fait qu'on a des oscillations ou pas, et prédire si le système est stable en pompage ou instable. Donc faisons la première partie ensemble. Donc le cas où K vaut 0,5. Alors calculer les pôles, c'est relativement facile pour les premiers ordres, pour les deuxièmes ordres aussi. Après ça devient un peu compliqué. Donc on a un outil mathématique que nous fournit Scilab qui est celui-ci. Donc ici on a un fichier Scilab SI Notes qui est donné et dans lequel il suffit pour réaliser l'exercice de changer la valeur du gain ici. Donc on voit qu'on a la fonction de transfert de notre PI mixte ici, notre correcteur ici. On a la fonction de transfert de notre procédé, numérateur 2, 1 plus 200 fois S et ainsi de suite. Donc on voit que c'est cette fonction de transfert là. On calcule la FTBO qui est le produit du correcteur et du procédé. Et puis on calcule notre FTBF par FTBO sur 1 plus FTBO. Et puis cette fonction-là, PLZR ici, permet de donner un graphique qui situe sur le plan complexe les différents pôles de la fonction de transfert boucle fermée. Donc faisons le premier exemple ensemble. Donc on va aller chercher ce code dans SI Notes, donc il suffit de le copier-coller. Donc vous voyez qu'ici il faut bien vérifier que K vaut 0,5 et changer pour les différentes valeurs de K qui sont demandées dans l'exercice et de lancer la simulation ici et d'aller voir le graphique ici. Je vais d'abord le fermer et le relancer. Voilà le graphique qui nous montre en fait les trois pôles existants. Alors il est nécessaire de zoomer, donc il faut prendre la roulette de la souris et venir déplacer le graphique ici. Et on peut voir qu'on a trois pôles, ici moins 0,34 ici, donc vous voyez que ce n'est pas nécessaire de les calculer, on a un outil mathématique qui le fait à notre place. En tout cas, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les parties réelles sont du côté gauche de cet axe vertical, donc ils ont des parties réelles négatives. Donc parties réelles négatives, on peut supposer, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, que le système est stable. Et on voit aussi qu'on n'a pas de partie imaginaire, donc on peut supposer aussi qu'on n'a pas d'oscillation. Vous voyez qu'ici, les pôles ils sont sur l'axe réel, ils sont sur l'axe réel ici à 0, il n'y a pas de partie imaginaire. Donc voilà le constat qu'on fait. Ensuite, on va voir si on remarque bien ça sur la simulation. Donc on va lancer la simulation ici. Et vous voyez que ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de prédire est correct, c'est-à-dire qu'on a bien un système stable qui tend vers 10. On n'a bien aucune oscillation, vous voyez qu'on n'a pas le dépassement qu'on a parfois lorsqu'on augmente le gain, c'est ce que vous allez remarquer en augmentant le gain. Donc on voit que toutes les prédictions qu'on a faites avant grâce au pôle se confirment par la simulation. Donc au niveau de la configuration ici, on voit que le graphique, on l'a fait sur un temps suffisamment long, donc il suffit ici de configurer le temps ici et ici aussi, et de mettre ici une consigne à 10. Donc voilà pour cette première vidéo sur la stabilité par rapport à l'étude des pôles de la fonction de transfert en boucle fermée.